Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. À la une de cette édition, le groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement 2026-2030 s'est ouvert ce mercredi 8 juillet à Abidjan. Les parties prenantes y étaient afin d'aider la Côte d'Ivoire à mobiliser plus de 11 000 milliards de francs CFA. On parlera également de Bridge Bank Côte d'Ivoire qui cède 20% de son capital à 67,5 milliards de francs CFA. Issa Badini nous en dira plus dans quelques instants. Et le centre de classement coton de Côte d'Ivoire basé à Boaké a été doté de 2 nouvelles chaînes HVI et d'équipements connexes ultra-modernes. La remise officielle des réalisations du projet RESCO a été faite par le ministre de tutelle Bruno Koné. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa marche vers l'émergence. Le groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement 2026-2030 s'est ouvert ce mercredi 8 juillet à Abidjan sous la présidence du vice-président de la République, Thiemo Koméilette Koné. Gouvernement, institutions financières internationales, partenaires techniques et investisseurs privés sont réunis pour aider la Côte d'Ivoire à mobiliser un total de 11 138,2 milliards de francs CFA, dont plus de 7 700 milliards de francs CFA d'emprunts projets Konena Nogo et Doumbia Yuba. 11 138,2 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de mobilisation de financement affiché par le gouvernement ivoirien pour ce groupe consultatif sur le plan national de développement 2026-2030. C'est donc une opération de séduction des partenaires financiers qui a débuté ce mercredi matin à l'Hôtel Ivoire sous la présidence du vice-président de la République, Thiemo Koméilette Koné. À ce groupe consultatif de 2 jours, le gouvernement ivoirien demande aux partenaires de mettre la main à la poche. 11 138,2 milliards de francs CFA à mobiliser, dont 7 749,5 milliards pour les emprunts projets. Il me plaît de rappeler que l'élaboration de ce plan a reposé sur une démarche rigoureuse, participative et inclusive. En effet, le gouvernement ivoirien a voulu que ce document stratégique soit le reflet des priorités nationales, mais également des aspirations des populations, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Le nouveau PND prévoit un volume global d'investissement de plus de 114 838 milliards de francs CFA pour 6 piliers. Notre pays contribue activement à la stabilité de la sous-région à travers le renforcement de la sécurité à ses frontières, l'accueil de plus de 100 000 réfugiés en provenance des pays voisins et la mise en œuvre du plan de résilience Nord-Est. Les résultats du PND 2021-2025, l'a été déjà dit, en témoignent. En effet, sur cette période, l'économie ivoirienne a enregistré une croissance annuelle en moyenne de 6,5%, un déficit budgétaire consolidé à 3% en 2025, tout en préservant un cadre macroéconomique solide. Des arguments qui ont fait leur effet. Les différents partenaires financiers, de la Banque mondiale à la Banque africaine de développement, en passant par la Banque islamique de développement, l'Union européenne ou les Nations unies, tous ont reconnu les performances de la Côte d'Ivoire et ont réitéré leur engagement à soutenir ce plan de développement avec des financements conséquents. Pour accompagner cette ambition, le groupe de la Banque africaine de développement, fort de ces 4 points cardinaux et en mobilisant la nouvelle architecture financière africaine pour le développement, NAFAD, tient à réaffirmer son engagement total. En mobilisant ensemble les ressources de l'IDA, de la Banque internationale de reconstruction et de développement, de la Société financière internationale et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, le groupe de la Banque mondiale mettra tous ces instruments au service d'un même objectif. Rappelons que le PND 2026-2030 vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
On parle toujours financement. Plusieurs partenaires au développement et pays s'engagent à financer le développement de la Côte d'Ivoire. Parmi ces partenaires, les royaumes des Pays-Bas, je vous propose d'écouter l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu et Doumbia Yuba. Nous sommes un grand supporteur de la croissance économique de Côte d'Ivoire. Nous sommes un des grands partenaires commerciaux. Mais à côté de cela, nous sommes aussi un grand bailleur des programmes comme dans le PND de Côte d'Ivoire. On félicite le gouvernement avec ce programme national de développement qui est très ambitieux, mais basé sur les chiffres économiques. On a beaucoup de confiance que cette PND va réussir. Et les Pays-Bas est un partenaire avec nos collaborateurs européens, bien sûr. Les Pays-Bas fait partie de l'Union européenne, qui est aussi un grand bailleur de Côte d'Ivoire. Donc le montant bilatéral de Pays-Bas pour cette PND sera 1,1 milliard de dollars américains comme début. On voudrait bien partager notre savoir-faire dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, de l'eau, infrastructure, mais aussi on soutient le secteur sécurité, donc plusieurs domaines, et nous sommes toujours ouverts à des autres domaines aussi s'il y a un besoin. Mais dans tout ce qu'on fait ici, la jeunesse est au centre de nos programmes, parce que sans la jeunesse, il n'y aura pas un avenir en Côte d'Ivoire, et on doit vraiment soutenir la jeunesse ivoirienne pour qu'ils puissent vraiment assister avec l'implémentation de ce programme national de développement 2026-2030. Donc ça veut dire dans le cadre économique, le travail, l'éducation et tous ces autres secteurs pour que la jeunesse ivoirienne puisse vraiment réussir d'assister à leur propre développement. Le directeur général de Bridge Bank Côte d'Ivoire a animé une conférence lundi au cours de laquelle il a annoncé l'introduction en bourse de son groupe qui figure aujourd'hui dans le top 10 des banques commerciales en Côte d'Ivoire. Conséquence, le groupe fondé il y a 20 ans cède 20% de son capital pour la somme de 67,5 milliards de francs CFA. Les détails de l'annonce avec Issa Badini. Bridge Bank Group Côte d'Ivoire est désormais coté en bourse à la bourse des valeurs mobilières BRVM. Pour être plus précis, c'est l'information principale de cette conférence de presse conjointement menée par les directeurs généraux du groupe et de Bridge Securities. Aussi, les conférenciers annoncent qu'à travers une offre publique de vente OPV, le groupe va céder 20% de son capital, équivalent à 10 millions d'actions pour 67 milliards et demi de francs CFA. Nous sommes très fiers en fait d'annoncer l'opération à partir d'aujourd'hui. On espère que les investisseurs entendront ce message et qu'ils seront à nos côtés pour continuer donc à développer la banque pour le bien-être en fait de nos populations, mais également pour les économies en fait que nous accompagnons dans la sous-région. Le premier impact, c'est déjà d'être actionnaire, parce qu'en fait c'est une opportunité unique en fait on donne aux particuliers ou aux sociétés de pouvoir être actionnaires en fait de Bridge Bank. C'est une opération de cession d'actions par l'actionnaire principal Bridge Group West Africa, qui est donc la holding du groupe Bridge, qui cède 20% de ses actions à la BRVM, créant ainsi un flottant de 20%. Nous donnons une priorité aux particuliers qui doivent être servis à 100%. À près de 110% réservés aux nationaux, la période de souscription de l'OPV va du 20 juillet au 6 août 2026. Sciemment ou par pure coïncidence, cette introduction en bourse intervient en pleine festivité du 20e anniversaire du groupe qui vaut aujourd'hui, selon son directeur général, 1427 milliards de francs CFA en total bilan contre 219 en 2015. On parle toujours financement. Le ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ecofina Côte d'Ivoire ont récemment signé une convention de collaboration destinée à faciliter le financement et l'accompagnement des projets portés par les Ivoiriens vivant à l'étranger. À travers ce partenariat, les deux institutions entendent orienter davantage l'épargne de la diaspora vers les investissements productifs, créateurs d'emplois et de richesses en Côte d'Ivoire. Le reportage de Sandrine Kwame et de Marie Seri. Transformer l'épargne de la diaspora en un véritable levier de développement économique. C'est l'ambition de la convention cadre signée entre le ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ecofina Côte d'Ivoire.
À travers ce partenariat, les deux institutions veulent offrir aux Ivoiriens vivant à l'étranger un meilleur accès aux services financiers et un accompagnement adapté pour concrétiser leurs projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de la diaspora un acteur majeur du développement national. La convention que nous signons ce jour traduit donc une ambition commune, créer un environnement favorable permettant aux Ivoiriens de l'extérieur de transformer leurs projets, leurs compétences, leur épargne en véritable levier de développement national. À travers ce partenariat, nous mettons en place donc un cadre de collaboration structuré visant notamment à faciliter l'accès des membres de la diaspora aux services financiers, de promouvoir l'investissement productif et renforcer l'accompagnement des porteurs de projets et encourager une meilleure orientation des flux financiers vers des secteurs créateurs de valeur. Selon le ministère, les transferts de fonds de la diaspora sont passés d'environ 840 milliards de francs CFA en 2024 à près de 939 milliards de francs CFA en 2025. Des ressources importantes qui, au-delà des dépenses de consommation, peuvent contribuer davantage à la création d'entreprises et d'emplois. Pour répondre aux difficultés rencontrées par les non-résidents dans le financement de leurs projets, Cofina met à disposition son expertise en misofinance à travers une offre spécifique destinée à la diaspora. Ensemble, nous pouvons faire de l'épargne de la diaspora un générateur d'emplois, de création d'entreprises et de valeur sur notre sol. Cet engagement, nous entendons le porter au-delà de nos frontières, à la rencontre de nos compatriotes, notamment à l'occasion des grands rendez-vous dédiés à la diaspora, parmi lesquels figure le prochain forum ivoirien de la diaspora à Paris. Monsieur le ministre, illustres assemblées, en signant cette convention, le groupe Cofina réitère à travers ses filiales Cofina Côte d'Ivoire, Finel, Cofina Service France, un engagement clair, être un partenaire durable, fiable et présent au service des ambitions de la diaspora ivoirienne et du développement économique de notre pays. Ce partenariat prévoit également des actions conjointes de sensibilisation, un dispositif de référencement via le guichet unique de la diaspora, un mécanisme de suivi destiné à mesurer les résultats obtenus. Pour le ministère comme pour Cofina, la diaspora ne doit plus être perçue uniquement comme une source de transfert de fonds, mais comme une communauté d'investisseurs, d'entrepreneurs et de créateurs de richesses appelés à jouer un rôle déterminant dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Cotonou, capitale économique béninoise, où la FANAF a tenu les états généraux de l'assurance pour tous. Une première édition qui s'est penchée sur les leviers permettant une assurance accessible au plus grand nombre. Parmi ces leviers identifiés, la fiscalité apparaît comme un outil déterminant pour accélérer le développement de l'assurance inclusive et de la microassurance dans l'espace FANAF. Des experts venus d'horizons divers ont penché sur les réformes nécessaires afin de créer un environnement plus favorable. Le reportage de notre équipe déployée à Cotonou. Comment faire de l'assurance un véritable filet de protection pour les populations les plus vulnérables? La réponse passe aussi par la fiscalité. Réunis à Cotonou dans le cadre des États généraux de l'assurance, les experts de l'espace FANAF ont consacré un atelier à la mise en place d'un cadre fiscal incitatif capable d'accélérer le développement de l'assurance inclusive. Les travaux ont rappelé que la fiscalité constitue un levier stratégique. Si elle peut favoriser l'essor de la microassurance, elle peut également en freiner le développement lorsqu'elle n'est pas adaptée. Aux côtés de la réglementation et des exigences prudentielles, elle représente l'un des piliers de la démocratisation de l'assurance. Donc la réflexion que nous avons menée a consisté dans un premier temps à faire une présentation panoramique sous forme d'état des lieux de la fiscalisation de la microassurance dans les différents États, dans les 14 États membres de la CIMA, avec un regard comparatif sur les autres États qui sont membres de la CEDEAO, tout en nous ouvrant à un benchmark international qui a consisté à aller visiter les pays, les juridictions qui sont parvenus à mettre en place un cadre fiscal très incitatif et qui sont aujourd'hui considérés comme les pionniers de l'assurance inclusive dans le monde. Lorsqu'on regarde la tendance des intervenants, il est clair que la fiscalité constitue également un goulot d'étranglement pour le secteur.
Recommandation forte d'ailleurs, il y a eu plusieurs recommandations, mais la recommandation forte, c'est de dire, s'agissant de ce secteur particulièrement, il faut exonérer les produits d'assurance. Des propositions et recommandations, il y en a eu au cours de cet atelier consacré au thème « Créer les conditions, instaurer une fiscalité incitative ». On reste à Cotonou où les États généraux de l'assurance pour tous se sont penchés sur un levier essentiel à la réglementation. Les experts estiment qu'une assurance plus inclusive passe d'abord par des règles adaptées aux réalités des pays de la zone CIMA. Un atelier sur le thème « Adapter le cadre, reformer la réglementation pour l'inclusion » a mis en lumière la nécessité d'un nouveau cadre réglementaire capable d'accélérer la couverture des millions de personnes encore exclues de l'assurance. Le point avec Mondesi Nascimento et Marie Seri. Faire évoluer la réglementation pour progresser l'inclusion assurantielle, tel est le principal enseignement du 7e atelier des États généraux de l'assurance pour tous à Cotonou. Malgré plus de 30 années d'existence de réglementation de la CIMA, le taux de pénétration de l'assurance demeure faible, autour de 1% dans la plupart des pays membres. Une situation qui impose de revoir les tests afin qu'ils répondent davantage aux réalités économiques, sociales et culturelles des 14 États de l'espace communautaire. Les débats ont montré qu'il faut légiférer. Il faut légiférer dans le bon sens en adaptant la réglementation au contexte actuel. En tout cas, tenir compte de l'existant, essayer de faire évoluer en faisant bouger les lignes. C'est extrêmement important. Pour ce faire, il faut revoir la réglementation actuelle, l'adapter et surtout continuer à travailler avec les régulateurs. Entre autres animateurs de cet atelier, le sous-directeur des études, des agréments et des statistiques à la direction des assurances de Côte d'Ivoire, Kwaku Dewelet Richard, a souligné que le régulateur assume une triple mission. Nous sommes dans un espace de 14 pays avec des économies variées, avec des populations variées. Mais il se trouve que nous voulons prendre une réglementation taillée sur mesure pour toute la population des 14 pays. Vous ne pouvez pas demander à une société 5 milliards en Côte d'Ivoire, demander les mêmes 5 milliards au niveau du pays Centrafrique, le Bénin ou bien le Togo, etc. On a nos différentes réalités. Donc il faut qu'on parte à une réglementation proportionnée. Il est bon de souligner que les recommandations issues de cet atelier seront intégrées au pacte de Cotonou, document stratégique qui sera soumis au ministre des Finances des 14 pays de la CIMA. En santé, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, ont organisé le week-end dernier la remise des prix du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose en lien avec la promotion des droits humains. Objectif, sensibiliser les populations, les encourager au dépistage précoce et à la promotion de l'observance thérapeutique et des droits des personnes touchées par cette pandémie. Sachez que le super prix de ce concours est reparti avec la somme de 1 million de francs CFA. Alain Itoa et Christian Gueye étaient présents. Ils étaient 27 journalistes au départ, tous dans les normes, difficiles à départager. Mais il a fallu un choix pour cette première édition de la remise des prix du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose en lien avec la promotion des droits humains qui a eu pour objectif sensibiliser les populations, les encourager au dépistage précoce et la promotion de l'observance thérapeutique et des droits des personnes touchées par cette pandémie. Cette cérémonie est une cérémonie très importante du fait qu'elle aborde une thématique très importante, à savoir la lutte contre la tuberculose, mais surtout couplée à la promotion des droits de l'homme. Vous savez que lorsque malheureusement vous avez un malade, on a tendance à le stigmatiser. Et à travers ce concours, nous voulons montrer que c'est une maladie comme toute autre, mais surtout qu'on peut lutter efficacement sur cette maladie. Mais on ne pourrait le faire sans l'avis de nos acteurs de médias, parce que c'est eux-mêmes qui portent la bonne information. Outre les 500 000 francs CFA remis par les 5 premiers du classement, une somme de 500 000 francs CFA en plus a été remise à la journaliste de la radio Gbeke qui a remporté le super prix de cette compétition qui fait 1 million de francs CFA au total.
Recevoir ce prix aujourd'hui est une grande fierté pour moi et je tiens à saluer tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce reportage. La particularité de ce papier, c'est le travail des communautaires. Voilà, ces personnes qui se sacrifient pour que les patients puissent avoir leurs médicaments, puissent avoir ce dont ils ont besoin pour être guéris. Et je tiens à saluer ce travail et également saluer le personnel de santé. Une occasion pour les jurys de revenir sur les critères de cette compétition. L'objectif, c'était de sensibiliser la population sur la tuberculose, quels sont les signes de la tuberculose, comment guérir de la tuberculose, et puis dire que c'est gratuit. Le traitement est gratuit en Côte d'Ivoire. Donc les critères, c'était la pertinence des sujets, le rythme, et puis la façon dont c'est coordonné. Il y a aussi le genre journalistique, parce que tu ne vas pas faire une interview et puis aller parler de reportage. Vous voyez, non. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, il y a l'innovation. Il fallait que ce soit novateur. Ça a beaucoup compté. Ça a été même surtout c'est ce qui a milité en faveur des lauréats. Sachez que parmi les 15 productions jugées recevables par le jury, parmi lesquelles figurent les lauréats, ont reçu un diplôme de participation en reconnaissance de la qualité des productions réalisées et de leur engagement en faveur de la sensibilisation à la tuberculose et de la promotion des droits humains. Et c'est reparti pour le tournoi de football des assureurs édition 2026. Les acteurs du secteur des assurances ont rangé le temps d'une journée leur dossier pour enfiler les crampons. L'édition 2026 du tournoi de football de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, a été lancée le samedi 4 juillet au complexe sportif Cheikh Anzoumana de Treichville. 2 rencontres riches en buts ont marqué cette ouverture sous le regard du président de l'ASACI et des dirigeants des compagnies d'assurance. Le point de cette rencontre, de cette journée d'ouverture avec Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Reportage. Ambiance, encouragement dans les tribunes et détermination sur la pelouse. Le tournoi de football des assureurs édition 2026 est officiellement lancé au complexe sportif Cheikh Anzoumana de Treichville. Organisée par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, cette compétition vise à renforcer les liens entre les professionnels du secteur autour des valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe et de fair play. Dans les tribunes, le président de l'ASACI ainsi que plusieurs responsables de compagnies d'assurance sont venus soutenir leurs équipes et donner un éclat particulier à cette autre édition de leur tournoi. Le tournoi des assureurs qui est un événement phare au niveau du marché regroupe une vingtaine de compagnies d'assurance, des courtiers et des gestionnaires santé. Ce tournoi célèbre la confraternité, célèbre la solidarité, célèbre toute une intelligence mise ensemble pour un marché rayonnant. Déjà, le fait qu'on se connaisse entre nous à travers ce tournoi, une vingtaine d'équipes, c'est au moins 450 personnes qui participent à ce tournoi sur 3000 employés dans l'industrie. Donc pour nous, c'est déjà une approche quand même j'allais dire familiale en fait. Sur le terrain, les joueurs n'ont pas tardé à faire parler leur talent. La première rencontre a vu Sounou Assurance s'imposer largement face à Hamza et Coman Assurance sur le score sans appel de 7-0. Avant même mes impressions, je vais dire merci à Dieu parce que c'est un match de foot, tout est possible. Donc c'est celui-là qui est plus efficace devant les buts qui remporte le match. Et c'est ce que mes joueurs ont fait ce matin. Donc déjà, je suis content, je suis fier qu'ils aient appliqué tout ce qu'on a fait à l'entraînement. Le souci, c'est que nous sommes un peu en sous-effectif en fait. Du coup, dès déjà les premières minutes, on était pratiquement fatigués, surtout nos milieux. Oui, c'est vrai, c'était un match qu'on avait négligé au début. Mais après, avec les jeux d'ensemble, on a vu qu'on pouvait mettre plus. Et on a capitalisé. Au-delà des résultats, ce tournoi se veut un moment de fraternité entre les différentes compagnies d'assurance où la compétition sportive s'allie à la convivialité. Les prochaines journées
permettront de désigner les équipes qui poursuivront la course vers le trophée de cette édition 2026. Direction à l'intérieur du pays où la 3e édition du festival Allons à Dougounou Festado est officiellement lancée. À l'occasion d'une conférence de presse réunissant médias, organisations de jeunesse et partenaires, les organisateurs ont dévoilé les grandes orientations de cette édition, placée sous le thème « Engageons-nous pour un avenir meilleur, ensemble luttons contre les grossesses en milieu scolaire ». Charles Kouakou et Inès Nda. Les responsables du festival Allons à Dougounou ont procédé au lancement officiel de la 3e édition de l'événement lors d'une conférence de presse. Cette rencontre a permis de présenter les ambitions d'un festival qui se veut désormais un véritable cadre de sensibilisation. À travers le thème retenu, le comité d'organisation entend mobiliser l'ensemble des acteurs de la société autour de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui compromet la scolarisation et l'avenir de nombreuses jeunes filles. Beaucoup de nos jeunes filles n'arrivent pas à continuer correctement à suivre le cursus scolaire parce qu'en cours de route, elles prennent des grossesses. C'est l'occasion, durant ces vacances, de sensibiliser et d'annoncer un message surtout à l'endroit des parents pour qu'ils veillent sur nos enfants, pour qu'ils sensibilisent nos enfants face à ce risque-là majeur que constitue les grossesses en milieu scolaire. Cette 3e édition mettra un accent particulier sur les conséquences des grossesses précoces, notamment les décrochages scolaires, les difficultés socio-économiques et les risques sanitaires concourus par les adolescentes. Le programme comprend plusieurs activités parmi lesquelles des panels de réflexion, des conférences éducatives, des campagnes de sensibilisation et de dépistage, ainsi que plusieurs innovations destinées à renforcer l'impact du festival auprès des populations. Les innovations majeures, nous avons un concours de salutation en baouli, qui va permettre à nos jeunes frères de pouvoir apprendre, s'approprier, à s'intéresser à la langue locale. Voilà, un concours de salutation en baouli. Il y aura aussi, comme le docteur a dit, un concours de mysté noir. À travers cette 3e édition, le Festado réaffirme sa volonté de promouvoir une jeunesse responsable, épanouie et actrice du développement de sa communauté. L'interprofession de la filière coton de Côte d'Ivoire, Intercoton, se met à la pointe de la technologie dans le cadre du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Le centre de classement coton de Côte d'Ivoire, basé à Boaké, a été doté de 2 nouvelles chaînes HVI et d'équipements connexes ultramodernes. En plus de ces outils, la filière a réceptionné également la station recherche coton du CNRA, réhabilitée grâce au projet. La remise officielle des réalisations du projet RESCO a été faite par le ministre Koné Bruno Nabagné, ministre de l'Agriculture, Développement rural et des productions vivrières. Ambiance de cette activité de modernisation de la filière coton avec Emmanuel Bonzo. C'est une avancée majeure dans la redynamisation de la filière coton en Côte d'Ivoire. La dotation du centre de classement coton de Côte d'Ivoire de 2 nouvelles chaînes HVI et d'équipements connexes de dernière génération permet au pays d'être une référence en matière de qualité sur le marché africain, voire mondial du coton. Grâce à ces outils, dont la réhabilitation de la station recherche coton du CNRA, obtenue dans le cadre du projet RESCO, c'est une montée en puissance de la filière de l'or blanc ivoirien. Et ce matériel de dernière génération permet de classer le coton de Côte d'Ivoire avec plus de précision et de façon instrumentale. Donc faisant de notre laboratoire l'un des plus équipés en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Donc aujourd'hui, la qualité du coton ivoirien est mise en avant avec cette salle qui vient d'être équipée et le laboratoire est en train de rentrer dans un processus d'accréditation avec des partenariats à haut niveau avec la bourse du coton à Bremen et aussi d'autres partenaires en Europe et en Amérique. Une évolution portée par l'Intercoton pour renforcer la compétitivité et la résilience de la filière à travers la recherche et l'intégration de l'innovation technologique dans la chaîne de valeur. Ces investissements s'inscrivent en effet dans la stratégie du gouvernement de faire de la filière coton un levier de transformation économique tout en améliorant le classement de la fibre et au bout du fil d'accroître les revenus des producteurs,
comme le souligne le ministre Bruno Koné de l'Agriculture à la suite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ces équipements ne sont pas seulement des outils techniques, ils sont aussi un levier de confiance, de transparence et de création de valeur pour l'ensemble de la filière. Notre ambition pour la filière cotonnière est désormais de lui faire franchir ce nouveau palier afin d'en faire une véritable filière industrielle totalement intégrée, créatrice de revenus durables, d'emplois et de valeur ajoutée. Le projet ARESCO, financé à hauteur de 40 millions d'euros par l'Agence française de développement et mis en œuvre depuis 4 ans, permet à la filière d'être résiliente, d'avoir des acquis notables et de se bâtir durablement. À Cissé-Dougou, dans le département de Dianra, les autorités ivoiriennes, la SODEFOR et KM Minig, filiale de Montage Gold, ont officiellement lancé les activités de reboisement compensatoire de 500 hectares et de surveillance de la forêt classée de Fumbu. Cette initiative s'inscrit dans les engagements environnementaux liés au développement minier et vise à renforcer la préservation du patrimoine forestier. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Le lancement officiel des travaux marque le début de la mise en œuvre des engagements environnementaux liés à l'exploitation minière. Le projet comprend le reboisement de 500 hectares, le renforcement de la surveillance de la forêt classée de Fumbu et la sensibilisation des populations riveraines à la préservation des ressources forestières. La vice-présidente de Montage Gold a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en faveur de l'exploitation minière responsable, conciliant développement économique et protection de l'environnement. Pour Montage Gold et sa filiale K1 Mining en charge des opérations minières et conformément aux dispositions légales en vigueur, Montage Gold tiennent à traduire en actes concrets les engagements pris via... Le directeur général de la SODEFOR a salué un partenariat qui contribuera au renforcement de la protection du patrimoine forestier national. Le représentant du directeur général des mines et de la géologie a rappelé l'importance du respect des engagements environnementaux dans les projets miniers. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, Maïli Zouzou a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de préserver durablement les forêts classées. Je voudrais, monsieur le ministre, rappeler que cette forêt est un bien pour nous. Il est un bien pour vous, mais il est un bien pour tout l'État de Côte d'Ivoire. Cette forêt fait partie de votre environnement, de votre histoire et de l'héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Cette intervention devra respecter les normes techniques requises depuis la préparation des sites jusqu'à l'entretien et à la surveillance des plans. La cérémonie s'est achevée par la remise d'équipements de surveillance à la SODEFOR et une opération symbolique de reboisement, illustrant l'engagement des différents partenaires en faveur de la restauration du couvert forestier. L'Université de Bondoukou honore la grande région du Gontogo en bouclant une année académique exceptionnelle avec un taux de réussite de 95,8%. 1837 étudiants admis sur 1918 inscrits, un score en hausse constante porté par un engagement fort de l'administration et des enseignants. L'objectif est clair, afficher l'excellence avec pour prochaine étape célébrer les premiers diplômés formés des cadres directement opérationnels. Suivons le reportage d'Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontogo. Ambiance solennelle à l'université de Bondoukou. L'amphithéâtre 600 places a fait le plan pour la réunion bilan de l'année académique écoulée. Cette rencontre dresse un constat sans appel. L'année est une réussite sur tous les plans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 1918 étudiants, 1837 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite global de 95,8%. Une progression nette par rapport aux années précédentes. L'université affichait 83,6% en 2023-2024, puis 94% en 2025. Autre fait marquant, les filles étudiantes sont en tête du peloton avec 92,46% de réussite contre 91,90% pour les garçons. Le bilan de l'année académique témoigne d'une progression tangible de la performance pédagogique de notre université. Cette progression confirme la pertinence des efforts engagés par l'ensemble des UFR et écoles en
matière d'encadrement pédagogique, de suivi des étudiants et de la mise en place des dispositions idoines pour le bon déroulement des examens. Dès la rentrée prochaine, l'université va célébrer ses premiers diplômés. Le président de l'institution a rappelé à tous ses collaborateurs les priorités de l'institution universitaire, entre autres, à savoir professionnaliser les parcours à travers des stages, renforcer le pôle étudiant-entrepreneur et nouer un partenariat avec l'Observatoire de l'insertion. L'objectif est clair, former des diplômés opérationnels dès leur sortie de l'université. Je remercie l'ensemble de la communauté universitaire qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Nous sommes une université qui veut former des diplômés prêts à l'emploi. Et cela nécessite que les premiers diplômés qui sortent de l'université de Bandoukou puissent trouver de façon systématique un point de chute pour que l'employabilité soit une réalité. L'année académique 2025-2026 est donc bouclée. Rendez-vous est pris pour la rentrée académique 2026-2027 prévue dès le début du mois de septembre, avec à l'agenda la création de nouvelles filières, un recrutement ciblé et la réduction des heures confiées aux vacataires au profit des enseignants permanents. La ville de Daoukro a accueilli du 23 au 26 juin 2026 la 6e édition de la Journée internationale du service public. Placée sous le thème « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen », cette célébration a réuni autorités administratives, agents de l'État et population autour des enjeux d'une administration moderne, efficace et centrée sur les besoins des usagers. Le point avec notre reporter régional Kra-Augustin, commenté par Konena Nourgo. Daoukro, chef-lieu de la région de l'Ifou, a vibré au rythme de la 6e édition de la Journée nationale du service public. Durant 4 jours, autorités administratives et agents de l'État ont réfléchi aux moyens de bâtir une administration plus performante et davantage orientée vers les citoyens. À l'ouverture, le directeur général Yamoua Kwasi Camille a souligné que l'administration moderne se construit autour du citoyen. Vous êtes aujourd'hui agent public, mais dans un autre service, vous êtes usager. Vous êtes bénéficiaire, vous êtes citoyen. Construire un service public au service du citoyen, c'est aussi la transparence, c'est aussi l'écoute, c'est aussi la célérité dans la procédure. Bâtissons un service public ami du citoyen. Fermez les guillemets. Ce thème traduit une conviction forte. Le citoyen doit être au cœur de l'action publique, car la Grande Côte d'Ivoire ne se mesure pas seulement à la qualité de ses infrastructures ou à sa croissance économique, elle se mesure également à la qualité du service rendu aux populations. Cette célébration, présidée par le préfet de région Claude Djiké Raymond, a également mis en lumière les efforts de modernisation engagés par l'État pour rapprocher davantage les services publics des populations. C'est la fin de ce journal que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci à tous de nous avoir suivis. À la réalisation, Anna C. Florent. Bonne suite des programmes sur Business 24, la télé utile.